Bonsoir tout le monde. Du coup, je suis ravi d'être là déjà. Oui, je remonte le micro, tu m'entends? Allô, allô, 1, 2, 2. Ok, super. Je suis ravi d'être là. Pour la petite anecdote, Willy, fondateur de la Coding School, geek depuis toujours, historiquement infographiste, qui a évolué sur le monde du web et plus précisément du développement front-end, comme on en parlait tout à l'heure, et qui s'est ennuyé un petit peu et qui cherche depuis toujours à changer le monde, ce qui est d'ailleurs le sujet de la conférence. J'adorerais changer le monde, mais ils ne veulent pas me donner code source. Voilà. Donc c'est une petite épopée que je vous propose, assez gamifiée, très geek, mais bon, je compte sur votre bienveillance et promis, il n'y aura pas trop de trolls. Juste une petite aparté, merci Laurent, ma première conférence, je l'ai faite avec toi il y a 13 ans je crois, si je me rappelle bien. C'est la première? La toute première conférence que j'ai faite, c'était aux Rencontres Interactives de Caen. Là, je crois que c'était certainement une des premières éditions. Donc c'est 2012. 2012. Ouais. Juin 2012. Ouais. Donc c'est très cool. Et puis voilà, hein, c'est loin d'être la dernière, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. C'est parti. Donc il y a 13 ans, j'avais une vision assez bizarre hein, globalement du monde. Pour moi, il y avait 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et celles qui ne le connaissent pas. C'était un peu ma vision à l'époque. Il y avait les techs et les non-techs. Pour ma part, il y a 10-13 ans, j'ai découvert le monde du web et là, ça a été géant. Je me suis rendu compte que je pouvais créer tout un tas de choses, enfin surtout des sites internet, sauf que j'avais un petit ennemi qui s'appelait Internet Explorer, qui n'est plus un ennemi aujourd'hui, mais qui me bridait quelque part dans ma créativité. J'avais tout un tas de nouveaux codes, je pouvais créer des sites internet, je commençais à avoir... je dirais la capacité d'exprimer dans le web ce que je faisais depuis toujours dans le monde du graphisme. Bref, sauf qu'à chaque fois, j'avais toujours ces freins qui m'étaient portés par, je dirais, un géant industriel qui s'appelle Microsoft, de par son navigateur. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de mes expériences, à force de créer des sites internet, j'ai commencé à me lasser un peu, et puis j'ai découvert le monde de l'application, l'applicatif. Et là, je me suis dit, ça c'est cool, le champ des possibles il est vraiment bien, je vais pouvoir créer encore plus de choses, peut-être même que je pourrais changer le monde, qui sait, avec ces applications, je vais pouvoir m'interconnecter avec encore plus de monde, et surtout rendre le tout plus interactif, dans le sens où, quand on passe sur de l'applicatif, on peut utiliser toutes les fonctionnalités de son device, l'accéléromètre, la boussole, j'en passe et des plus belles, et ça c'est bien cool, c'est-à-dire que je pouvais apporter une nouvelle expérience aux utilisateurs avec qui je jouais. Et puis à un moment, j'ai encore senti un blocage qui était lié à un autre acteur, qui n'était pas Microsoft, mais plutôt Apple. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà déployé une application sur iOS, mais c'est quand même l'enfer, c'est vraiment la mort de déployer une application iOS. Et à force de coder des applis mobiles principalement au début, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir changer le monde. J'allais pas pouvoir changer le monde parce que j'étais encore complètement bridé par ces fameux constructeurs, ces fameux GAFA. Là, je vous propose par exemple une petite vidéo où on voit quelqu'un arriver chez Apple dans le data center, et puis cet andouille-là, il cherche une prise pour pouvoir connecter son espèce de plante électronique, et il shoot le data center. Et là, on plonge dans un nouveau monde où il n'y a plus d'Apple, et qu'est-ce qui se passe? Nos applications ne fonctionnent plus, on ne peut plus réserver son train, on ne peut plus acheter des fleurs à son épouse, on ne peut plus consommer le monde traditionnel. Et là, je me suis dit, mais mince, en fait, je suis complètement bloqué et changer le monde, je ne vais pas pouvoir le faire. À part, donner un petit peu de valeur ajoutée à Apple et puis leur donner un petit peu d'argent au passage, ça ne va pas forcément me servir à grand-chose. Bref, mon aventure, elle était assez limitée. Je me demandais bien comment j'allais pouvoir changer le monde, à savoir faire des sites web et des applications mobiles. Après, pour l'anecdote, je viens du monde de la communication et j'ai pas baissé les bras. Je me suis dit, mais au-delà des sites internet, au-delà des applications mobiles, il y a un univers, un champ des possibles qui est énorme à travers les réseaux sociaux. Et Facebook, je l'aime bien. Et je me suis dit, peut-être qu'avec toutes ces communautés, tous ces milliards d'utilisateurs, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose et changer le monde. Bon, ça c'était une vision que j'avais avant. Donc j'adorerais changer le monde, sauf que le code source est quand même très propriétaire, et j'ai essayé de trouver les clés. Je me suis rapproché de Facebook, j'ai commencé à lire les règles de confidentialité, et là, entre nous, c'était relativement compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai mesuré que j'avais des capacités à faire bouger les choses, mais en même temps, la grande question, c'est est-ce que c'est pas plutôt moi qui me faisais un peu baiser dans l'histoire? Parce que mes données derrière tout ça, j'en générais, j'en récupérais de certains, et eux, ils en récupéraient beaucoup quand même derrière tout ça. Et j'ai l'impression que c'est surtout grâce à moi que eux changeaient le monde. Alors pour l'anecdote, je vous partage une petite vidéo d'un projet qui s'appelle Internet.org. Je ne sais pas si vous connaissez Internet.org. Internet.org, c'est un projet planétaire qui est très
je dirais, valorisant et bienveillant, puisque Facebook cherche à connecter le prochain milliard d'utilisateurs sur la planète. Donc il apporte de la technologie, du réseau 4G, 5G prochainement, grâce à des ballons gonflables, comme vous pouvez le voir, qui arrosent une certaine zone, des drones solaires, qui s'appellent Aquilia, là, entre autres, qui volent pendant 3 mois en autonomie et qui distribuent de la 4G. Alors après, le périmètre est limité, et puis la suite, après le ballon gonflable, le drone, c'est bien évidemment le satellite. Sauf que... C'est un court-métrage de fiction, ça, c'est ça? Non, c'est un projet, c'est pas un projet, c'est un cas concret Facebook. Le projet s'appelle Internet.org. Il cherche à connecter le prochain milliard d'utilisateurs sur la planète. Je trouve ça plutôt cool. Et en fait, à force de voir justement le champ des possibles à travers Facebook, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec tout ça? Et en fait, la vérité, c'est que si vous testez, par exemple, sur les zones non couvertes en réseau en Afrique, cette connectivité, bien... Bizarrement, Twitter, ça va pas très bien fonctionner. LinkedIn, ça marche pas super non plus. Par contre, Facebook marche bien. Ça, soyez-en rassurés. Et ce qui est vraiment cool, ils sont vraiment sympas, c'est que Facebook, ils ont intégré en avance en Afrique les fonctionnalités de LinkedIn au sein même du réseau social. Ils sont vraiment sympas. Ce qui fait que du coup, comprenez que ils grappent quand même une bonne partie de nos données grâce à cette couverture réseau qu'ils apportent. Donc, c'est pas gratuit. C'est internet.org. Internet.org, le projet. Donc Facebook, non, je ne vais pas pouvoir changer le monde non plus avec Facebook, ça ne va pas être si simple que ça, parce qu'en fait, je vais pouvoir surtout aider Facebook à changer le monde, mais moi, ça ne va pas m'apporter une vraie valeur ajoutée. Eux, en tout cas, ils y croient beaucoup, et aux US, il y a des choses qui sont en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 semaines, les États-Unis, ils ont nommé un général de l'espace. Un truc de fou, hein, qui prépare les soldats en cas de guerre des étoiles. Alors on ne parle pas d'aliens, mais on parle bien de personnes qui pourraient simplement shooter les satellites. Si quelqu'un shoot les satellites, il ne se passe plus rien aux US. Il n'y a plus de banque, il n'y a plus de web, il n'y a plus de Netflix. Il n'y a plus de Netflix. Je le dis 2 fois parce que Netflix, quand même, aux US, c'est quand même plus important que la banque. Bref, comment je vais pouvoir changer le monde? Ça, c'est la grande question. À un moment, je me suis dit, bon, je ne sais pas comment je vais changer le monde, je vais commencer à essayer de protéger mes données. Et quand j'ai essayé de protéger mes données, ça a été relativement complexe et ça a été un temps un peu douloureux. À un moment, je me suis dit, mais qui me vole mes données? Alors certes, Google me vole un peu mes données, en même temps j'accepte de leur en partager, Facebook aussi, beaucoup, souvent, même si je joue pas trop au jeu. Et quelqu'un que je ne soupçonnais pas, comme Netflix par exemple, eux, ils volaient sérieusement mes données. Mais je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas si quelqu'un connaît le modèle créatif, économique de Netflix. Je sais pas si ça vous parle. Alors, Netflix, je consommais pas mal de séries. Je voyais des séries et des séries by Netflix. Et c'est vrai que les séries by Netflix, franchement, elles ont de la gueule, ça marche pas trop mal. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des séries by data. Séries qui sont construites et qui sont complètement basées sur la collecte des données des utilisateurs. Et ça, effectivement, je l'ai un petit peu sous-estimé et je me suis rendu compte à quel point je me faisais voler mes données sans m'en rendre compte. Donc j'arrivais moi-même pas à les protéger, c'est quand même ballot. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous consultez une série, Netflix, il va regarder tous vos comportements d'usagers traditionnels de cette série. Quand est-ce que vous coupez, quand est-ce que vous revenez, quelle est votre addiction, ou votre assiduité, si je puis dire plutôt, à cette série, et puis qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui vous fait peur, etc., etc. Et puis en récoltant toutes ces données, toutes ces tendances, tous ces usages, il crée des séries qui sont les plus adaptées à vos besoins. Donc ça, je ne l'avais pas anticipé. Et puis après, il y a d'autres réseaux sociaux qui m'ont intéressé, puis je me suis rendu compte que globalement, je me faisais tout le temps hacker mes données. Franchement, ça devenait vraiment vexant. Prenez l'exemple de Snapchat, par exemple. Il nous force à activer la localisation. Alors, c'est plutôt cool. C'est pour pouvoir utiliser des filtres. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très sympa. Ça veut dire qu'en gros, je pourrais imaginer créer un filtre Snapchat spécial pour la Coding School, par exemple, qui est valable pour les personnes qui sont à 30 km autour de moi. Sauf que du coup, pour pouvoir profiter de ça, les utilisateurs doivent activer leur localisation, bien évidemment. Et puis derrière, eux, s'ils ont créé ça, c'est bien pour piquer encore plus les données de leurs utilisateurs. Ils sont malins. Après, franchement, on est quand même bon aussi dans la démarche, c'est-à-dire que nous, humains, en Russie, c'est vrai que d'ailleurs on a pas mal trollé sur les Russes tout à l'heure, je recommande, je suis désolé, mais franchement, ils font un distributeur automatique de likes et de faux abonnés Instagram. Donc à un moment, je veux dire, il faut essayer d'être cohérent, quoi. Exactement, avec Xenoposter. Non mais franchement, c'est incroyable. Vive les Russes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que d'une, effectivement, on se fait voler nos propres données, et puis de deux, l'humain tombe dans des travers absolument improbables. Et derrière tout ça, comment on va faire pour changer le monde? Franchement, ça n'a pas été évident. À un moment, dans ma petite carrière, j'ai découvert le pouvoir de l'intelligence artificielle. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça fait 13 ans que je fais des sites internet et des applications mobiles, puis à un moment, j'en ai eu marre. Parce qu'à un moment, c'est lassant, quoi. Je veux dire, je ne vais pas pouvoir changer le monde en faisant des sites internet et des applications mobiles. Et petit à petit, je me suis approché de nouvelles technologies, et très rapidement,
ce qui pour moi sortait du domaine de la science-fiction est arrivé dans mon quotidien, l'intelligence artificielle. Alors au début, intelligence artificielle, c'était pas si intelligent que ça. Au début, c'était plutôt, le slide va se lancer, la connexion web lag un peu. C'était plutôt de la sémantique, de l'automatisation. J'avais découvert ce petit projet Chatfuel, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de créer un assistant conversationnel, plus communément appelé chatbot dans la profession, qui permet simplement d'automatiser un certain nombre de tâches que l'utilisateur n'a pas à faire. Attention, messieurs les notaires, les avocats, les commerciaux, enfin bref, je pourrais en citer beaucoup, qui pourraient demain se faire disrupter par la technologie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au Japon, il y a quand même des entreprises qui licencient massivement certains corps, comme les commerciaux, au profit d'assistants conversationnels. Voilà, ça c'est ce qui se passe en ce moment même. Maintenant, nous, on a une vision plutôt, moi j'ai une vision plutôt positive de tout ça, en me disant que je vais pouvoir m'augmenter, je vais pouvoir automatiser quelque part mes propres tâches, et puis peut-être me la coller douce. Demain, si j'arrivais à m'automatiser à 80%, c'est-à-dire que je pourrais être dans mon canapé à regarder des séries sur Netflix et à me faire voler mes données pendant toute la journée et travailler juste un tout petit peu pour changer le monde. Il se passe que quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir changer le monde parce que j'étais encore ultra bridé. Parce que qui dit globalement assistant conversationnel ou IA, si on va un peu plus loin, dit technologies qui vont venir des GAFA. Il faut l'avouer, il n'y avait pas, quand j'ai démarré, ce genre de jeu-là, de technologie open source pour pouvoir créer des chatbots. Donc il fallait se connecter très vite à des outils qui étaient raccrochés à l'API de Facebook, à l'API d'Amazon, etc., etc. Et j'avais pas vraiment encore l'impression que j'avais le champ libre pour pouvoir changer ce fameux monde. Alors par contre, j'ai découvert un truc très concret, les geeks, on le dit très souvent, un ordinateur permet de faire des erreurs plus rapidement que n'importe quelle autre invention humaine, à l'exception près des pistolets et de la tequila. C'est vrai, parce que quand on commence à jouer avec l'intelligence artificielle, on peut très très vite se brûler les doigts. Surtout quand on commence à transmettre ce genre de compétences à des collégiens. Je n'entrerai pas dans le détail tout de suite. Pas en vidéo en tout cas. Et puis à un moment, j'en ai eu marre du monde virtuel. Je me suis dit, c'est pas à partir de ce monde-là que je vais arriver à changer le monde. Et le codeur, entre guillemets, que je suis historique est devenu maker. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, on parle bien du monde réel, de concevoir des objets, de bricoler, souder, découper, bref. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais en novembre, pour la prochaine édition de Paris Web, je lance une conférence « Comment passer de la conception web au prototypage d'une fusée ». Voilà, donc bref, c'est un double workshop. Quand le codeur devient maker, il ne se transforme pas en ingénieur qui va développer Hyperloops, le prochain moyen de transport qui permet de se déplacer à plus de 1000 km/h avec la sensation d'un ascenseur, la facilité de réservation d'un train et le coût d'un ticket de bus. Non, ça c'est Elon Musk qui fait ça, c'est pas nous. Par contre, quand le codeur devient maker, peut-être qu'il peut commencer à comprendre comment l'information circule entre la vie réelle et le monde virtuel quelque part. Prenez par exemple là la personne qui demande à Alexa de démarrer sa voiture parce que il fait froid dehors, démarre sa voiture, le chauffage se met et puis elle boit son café peinard. Et ça c'est intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que j'ai très vite compris que je pouvais croiser à la fois mes compétences de codeur, mes compétences nouvelles de maker, et cette fameuse intelligence artificielle dont je ne savais pas vraiment trop quoi faire. Et à partir de là, le champ des possibles, il commence sérieusement à s'augmenter. Si ce n'est que Alexa c'est Amazon, et vous connaissez Amazon? Un petit peu? Ouais? Vous achetez sur Amazon. Pour le coup, Amazon, c'est un petit peu sport, mais on va en reparler tout à l'heure. Et puis, dans cet univers-là, j'ai découvert plein de produits qui croisaient justement le monde réel et le monde virtuel. Prenez par exemple cette brosse à cheveux, elle est plutôt classique, mais en fait c'est un super cheval de Troie. Parce que cette brosse à cheveux, elle est connectée, elle détecte la qualité de nos cheveux en temps réel, et elle envoie ces données à certaines structures qui ont une éthique très forte, comme L'Oréal par exemple, qui vont en fait vous envoyer de la publicité dans votre téléphone en temps réel pendant que vous êtes en train de vous brosser, parce que franchement là, mais ma chérie, c'est n'importe quoi tes cheveux! Donc du coup, il faut que tu achètes le super shampoing qui va bien pour pouvoir avoir des cheveux tout à fait naturels. Et puis j'ai découvert aussi d'autres produits comme Colibri, la brosse à dents connectée. Alors, éthiquement, je ne suis pas trop fan, mais bon, c'est quand même intéressant. En fait, le fond, c'est que les gamins, ils ne veulent pas se brosser les dents. Franchement, je pense que certains dans la salle, ils peuvent compatir à cette souffrance. Et en fait, ce qui se passe avec Colibri, c'est qu'il gamifie le brossage des dents. Je vous dis, éthiquement, je ne suis pas forcément très fan. Mais je vous explique le concept, c'est que quand les enfants se brossent les dents, s'ils se brossent bien les dents pendant 3 minutes, ils vont gagner des points dans leur jeu vidéo préféré. C'est intéressant, c'est plutôt fun, et c'est complètement gratuit. Imaginez, les gamins, ils sont en train de se brosser les dents, et ils vont gagner des points pour pouvoir jouer plus longtemps sur Clash of Clans ou tout un tas de trucs. Bref. Après, ce qui est un petit peu moins fun, c'est que... Enfin, moins fun, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais quand on se brosse les dents, il récupère les données
gèrent notre qualité bucco-dentaire et ils envoient ça à un certain nombre de centres pour qu'eux puissent, entre guillemets, anticiper les actions qu'ils vont pouvoir faire avec les dentistes et nous vendre bien évidemment toujours les produits les plus adaptés à notre propre corps. Bref. Mutuel. Et oui. Et je reviens sur Amazon Web Services parce qu'en fait j'aime beaucoup les produits d'Amazon, Amazon Echo, etc., etc. J'adore l'intelligence artificielle Alexa. Et quand le codeur que je suis est devenu maker, j'ai beaucoup joué avec tout ça. Les Amazon Dash Button, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est génial, tu appuies sur un bouton, tu peux automatiser ce que tu veux. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire à Paris Web. On va lancer une fusée grâce à ça, ça va être fun. Mais quand tu te connectes sur Amazon Web Services la première fois, franchement, il faut beaucoup de café, un peu de Red Bull et beaucoup de motivation. Et tu sais que tu vas passer une soirée compliquée, parce qu'il faut quand même montrer patte blanche. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait ici dans la salle, mais Amazon Web Services, c'est un petit peu costaud, très performant. Beaucoup de startups normandes, d'ailleurs, commencent à utiliser sérieusement ce cloud pour déployer leurs services. Donc la première fois que tu te connectes sur AWS, c'est un petit peu sport. Et puis, petit à petit, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Je vois par exemple Amazon qui sort Amazon Lex, sa nouvelle technologie pour faire de l'intelligence artificielle. C'est super chouette, mais j'ai toujours l'impression que je ne vais pas pouvoir changer le monde avec tout ça. Parce que je suis toujours ultra bridé. Et ça, c'est franchement vraiment chiant. Donc maintenant, la question, c'est mais comment on va faire pour changer ce fameux monde? Je me suis dit, tout comme notre ami là-bas, on va commencer à piquer un petit peu quelques datas, et puis peut-être qu'on va arriver à collecter suffisamment de données intelligentes pour faire des choses chouettes. Alors, le codeur que j'étais s'est transformé en maker, et puis le maker, c'est tiens, on va commencer par... je sais pas moi, collecter un certain nombre de données, et peut-être aller, tiens, on va connecter des poubelles. C'est le premier produit que j'ai fait. C'était très fun. En fait, on a connecté quelques poubelles dans la ville de Caen en expérimental, on mesurait leur taux de remplissage, et sur une petite interface applicative, on adaptait le parcours en fait, des transports pour les ramasseurs d'ordures, pour qu'il puisse y avoir moins de camions sur la route, moins de pollution, etc. etc. Enfin, je trouvais ça plutôt fun. Et là, je commençais vraiment à m'amuser. Je savais pas si j'allais pouvoir changer le monde, mais en tout cas, bon, ils étaient quand même loin, mes petits sites internet, et je prenais vraiment plaisir dans ce que je faisais. Donc quand tu graves tes premières datas, c'est franchement plutôt cool. Voilà, tu as l'impression d'être un hacker, même si tu hackes pas grand chose, mais c'est plutôt sympa. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je pouvais créer des templates, des schémas, je ne sais pas trop comment l'expliquer, et faire en sorte d'automatiser un certain nombre de choses et de croiser à la fois cet univers de la donnée, l'univers de l'intelligence artificielle, et grâce à mes amis de chez Google, commencer à imaginer, travailler sur des machines qui apprennent à penser comme les humains. On appelle ça le machine learning, je pense que vous en avez entendu parler, pour certains en tout cas. Et le machine learning, ça a été pas simple. Je ne sais pas si quelqu'un a utilisé par exemple TensorFlow de Google. Non. Alors TensorFlow de Google, honnêtement, la première fois que j'ai mis les mains dedans, je me suis dit, waouh, là je ne vais pas changer le monde parce que je comprends rien du tout de ce qu'ils sont en train de me raconter. Alors déjà, algorithmie génétique, moi je ne suis pas passé par le grec, perso. Et puis, au-delà de tout ça, au-delà de toute logique, franchement, technologiquement parlant, c'était assez ardu. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, j'ai commencé à comprendre ce qu'étaient en train de faire les GAFA. Ils rendent là en ce moment les technologies les plus complexes accessibles à tous. TensorFlow s'est transformé, TensorFlow Lite est arrivé suite à la dernière keynote de Google I.O. Et là, je peux commencer à jouer. Je peux commencer à utiliser leur technologie pour faire de la reconnaissance d'image. 5 minutes, 30 lignes de code, je fais de la reconnaissance d'image. C'est un truc de fou. C'est quand même pas mal. Je ne savais pas si je pouvais changer le monde. Je sais toujours qu'en tout cas, quelque part, je suis toujours tributaire de géants comme Google, mais je commence à avoir un champ des possibles qui est en train de devenir vraiment intéressant. Bon, bref, c'est quoi là quand tu découvres la réalité virtuelle, parce que j'ai quand même une petite anecdote dans mon parcours, c'est quand j'ai découvert la réalité virtuelle, j'étais à Rouen, et c'était une réalité virtuelle qui était proposée par Dorsel. Je ne vais pas vous expliquer ce passage-là, je vais plutôt passer à la suite, mais la réalité virtuelle, c'était vraiment encore un nouveau champ des possibles qui était absolument incroyable. Là, j'ai pensé à moi, forcément, à ce que j'allais pouvoir créer, imaginer, inventer. Puis je pensais aussi à tous les autres métiers. Je me suis dit, mais imaginez demain les architectes, imaginez demain, toutes les personnes créatives, le champ des possibles qu'ils vont pouvoir avoir dans ces nouveaux mondes. On parle aussi de l'éducation, on peut penser à la santé, bref, le champ des possibles était énorme. Maintenant, la technologie, elle était quand même très expérimentale. Alors en parlant d'expérimental, juste pour l'exemple, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Sight, qu'on a regardé à l'apérographisme récemment, je trouve très sympathique, qui est une sorte de vue de l'esprit, mais pas si lointaine que ça du champ des possibles, qui se projette dans un monde où la réalité n'est pas virtuelle mais mixte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir croiser le monde réel et le monde virtuel pour pouvoir imaginer de nouveaux usages.
Alors là, on se dit, waouh, avec tout ça, je vais vraiment pouvoir changer le monde, sauf que je comprends pas vraiment la technologie, je sais pas si ça va vraiment être possible. Là, la personne utilise des lentilles pour pouvoir projeter une couche virtuelle au-dessus du monde réel. Est-ce que demain, on va pouvoir faire ça avec des lentilles? J'en sais rien. Alors, j'ai quand même fait un peu de recherche, et effectivement, il y a des Japonais ou des Chinois qui commencent à avoir des solutions même prêtes à être industrialisées dans ce genre de démarche-là. Mais moi, je me vois bien demain, avec des lentilles sur les yeux, arriver devant mon frigo, et puis savoir d'un seul coup qu'est-ce qui est périmé ou pas. Que mon frigo, c'est vraiment une grande histoire. Mais bon, en tout cas, ça m'aiderait beaucoup. Bref, je passe à la suite. Et puis, toujours en étudiant cette réalité virtuelle, je me suis rappelé de mon ami Facebook et j'ai découvert un truc qui est vraiment cool, c'est Spaces. Je ne sais pas si vous connaissez. Et là, je me suis dit, avec ça, je vais vraiment pouvoir changer le monde parce que je vais pouvoir à la fois utiliser tous les attraits je dirais, la réalité virtuelle, la réalité mixte, et l'intégrer dans un réseau social. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Spaces, mais Spaces, c'est une sorte de... C'est l'avenir du Messenger, c'est la suite du Messenger. Mark Zuckerberg l'a lancé il y a quelques temps. Hein, vous mettez un casque de réalité virtuelle et vous arrivez dans un monde qui peut être semi-réel, semi-virtuel, complètement virtuel. Et vous interagissez, vous créez, vous échangez, mais vous êtes dans Messenger. Donc, vous profitez de toute votre communauté. Alors, j'imagine même pas l'addiction que ça va, je dirais, infliger quelque part à certaines générations. Je ne sais pas si éthiquement c'est génial, je pense que le champ des possibles est absolument incroyable, ça me fait très penser à Black Mirror, tout ça, mais j'attends de voir et je reste en veille. Pour l'instant, je pense que je ne vais pas pouvoir changer le monde avec tout ça, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Et à un moment, j'ai vraiment compris la stratégie des GAFA. Et la stratégie que j'en ai déduite, c'est quoi? C'est que la data, c'est vraiment le nouvel or noir aujourd'hui. On peut nous-mêmes commencer à la cultiver, d'ailleurs je crois qu'il y en a qui commencent à le faire activement dans la salle, avec Zeno, voilà. La technologie devient accessible, mais en même temps, s'ils offrent cette accessibilité, c'est pas pour rien. Pourquoi vous croyez qu'à un moment, Google nous a mis à dispo tous Google Analytics? C'est bien pour avoir les stats de tous nos sites web, il ne faut pas être con quand même. Et puis là, s'ils nous mettent des TensorFlow Lite à disposition, machine learning, c'est pour continuer dans la même lancée, je pense, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai compris aussi qu'ils pouvaient vraiment cultiver nos émotions. Je vais revenir là-dessus, mais c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Et les IA deviennent quand même de plus en plus intelligentes. Alors ça peut faire peur, mais en même temps, ça peut prédire un avenir qui peut être vraiment très sympa. Alors, quand je parle d'émotions, je pense à une personne que j'ai rencontrée au Web Summit à Dublin qui s'appelle Rana. On va la voir arriver bientôt, hein. Ça lag un peu, désolé. Et Rana, elle a bossé au MIT, puis suite à son expérimentation qui tourne autour de la reconnaissance faciale, et de la culture des émotions, elle a monté une petite start-up qui s'appelle Affectiva, qui est à Boston ou Chicago, je ne sais plus. Et en fait, c'est vraiment bluffant, c'est-à-dire qu'avec sa technologie, qui est accessible, elle a un SDK qui est super bien foutu, on peut récupérer toutes les données, entre guillemets, de notre caractère de trait de visage, et puis on peut aussi récupérer l'intonation de notre voix, et faire évoluer le monde qui nous entoure, le monde connecté bien sûr, à nos souhaits. Alors j'ai commencé à utiliser cette technologie-là pour faire un truc très sérieux. On a acheté un petit robot BB-8 de Star Wars, et au lycée on a intégré leur SDK dans une application. Ce qui fait que quand on souriait, le robot venait nous voir, puis quand on faisait la grimace ou qu'on haussait le ton, il allait se cacher. Comme je vous l'ai dit, c'était quand même super sérieux. Bon, la technologie est accessible, après je ne sais pas comment je vais pouvoir changer le monde, par contre éthiquement ça m'a fait un peu peur. Parce qu'en fait, j'ai découvert que Total bossait depuis longtemps. Total, salut Total, on les connaît. Ils bossent depuis longtemps sur ce genre de technologie-là, puis ils sont en train de connecter toutes les stations services en France pour pouvoir récupérer nos émotions, si je puis dire, en temps réel. Pourquoi? Adapter la publicité qu'ils vont proposer selon nos émotions. Imaginez le 2 janvier, vous êtes en train de vous servir à la station essence, puis là, d'un seul coup, on fait une super pub pour le Doliprane chez Leclerc en face. Incroyable, ça va être génial. Bref. À un moment, on a aussi quand même des pouvoirs magiques, il faut l'avouer. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps un fou qui s'appelle Elon Musk, qui est en train de changer le monde encore à son niveau. Il connecte nos cerveaux, il est en train de travailler sur les premières interfaces cerveau-machine, c'est absolument génial je trouve. Donc on va pouvoir, faire évoluer notre quotidien, notre univers technologique simplement en pensant. Je pense donc j'agis. Ça laisse perplexe? Alors, ça laisse perplexe, mais en même temps, ça existe déjà. Et ça commence à être vraiment effrayant. C'est-à-dire que quand on regarde ici cette petite vidéo, vous allez voir une chercheuse qui a simplement compris comment on pouvait piloter un drone par la pensée. Donc, elle a commencé déjà à travailler sur cette interface cerveau-machine. Alors, l'info super off que je vous donne en live, c'est que sur le prochain Coding Camp de la Coding School, on s'amuse à prototyper notre drone et on va le contrôler par notre pensée. Alors, attention, ça va être juste, on vole, on redescend. On ne va pas s'amuser à faire une super course de drone, mais on arrive à rendre ce genre de technologie-là accessible même pour des enfants de 7 à 14 ans. Ça va être fun.
Donc là, le champ des possibles, il est quand même énorme. Ça fait peur quand même. Mais il est énorme, le champ des possibles. Et je pense qu'on va pouvoir bien se marrer avec tout ça. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, il n'y a pas les geeks et les non-geeks. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux catégories de personnes. C'est celles qui se donnent le choix et les autres. Parce qu'aujourd'hui, on l'a. Et je pense que pour pouvoir changer le monde, il ne faut pas avoir peur des GAFA, mais il faut les connaître. Il ne faut pas forcément aller que vers l'open source. Ce n'est pas une fin en soi. Mais je pense que c'est un hybride de tout et une bonne compréhension du monde d'aujourd'hui qui nous permettra vraiment de le changer. Il casse les codes et maintenant, je vais changer le monde. Merci. Merci à toi.